phase 2, rentrée 2023. Cette phase 2, on pourrait l'appeler figure, hein. J'ai pensé l'appeler réel également, mais c'est vrai que je vais m'intéresser dans ce deuxième tome de rentrée à des auteurs, et à beaucoup d'auteurs français. Alors, est-ce que c'est la saison des prix, hein, celle qui gouverne tant cet automne littéraire qui m'amène à ça? Sans doute, parce que là où il faudrait nous voir dans ces prix qui sont d'une justice relative, bien évidemment, c'est un peu une loterie, que ce qui est intéressant, que les points positifs. Le Vepler, comme toujours, à Elisa Choix du Sapin, Kevin Lambert au Nouvel Attila, ou l'Iconoclaste qui méritait bien un Goncourt, car c'est un bel éditeur populaire. Eh bien, on constate aussi à quel point la bizarrerie des listes, des premières listes, euh, nous, nous étonne. Nous étonne à chaque fois. Et cette année, plusieurs exemples. Tout d'abord, Agnès de Sarthe. Alors, je finissais ce premier volet sur Agnès de Sarthe, le château des Rentiers. C'est en soi une merveille et c'est aussi une sorte de point culminant d'une œuvre. Alors, c'est une œuvre profuse, celle de Sarthe, à l'exemple de ce livre-là. Et c'est sans doute ça aussi qui fait qu'on donne un prix à une carrière ou pas. On rentre dans un format ou pas. Et de Sarthe, j'étais en train de me dire que à l'instar de ce livre, c'est à la fois trop profond, trop souriant. Ça ne se laisse jamais enfermer. Il n'y a pas un livre de Dessart qui me met surpris. Il n'y a pas un livre de Dessart qui me met par instant dérouté, qui me met soudainement ému par sa profondeur. Et le Château des Rentiers est l'exemplaire de ça. Dans cette enquête sur matériaux autobiographiques, il n'y a pas de château, il n'y a pas de rentier, ou du moins le château des rentiers, en l'occurrence, c'est un simple immeuble d'un arrondissement parisien où tel un phalanstère improvisé, des vieux juifs rescapés des camps se sont retrouvés pour vieillir ensemble et finir leur vie ensemble. Et c'est de cette figure absolument biographique que par Agnès de Sarthe, puisqu'il s'agit de ses grands-parents, pour évoquer l'âge qui avance, tout autant que la mémoire juive et la mémoire de ce terrible XXe siècle, avec énormément de finesse, avec énormément de pas de côté. C'est presque prime sautier pour évoquer des thèmes souvent tragiques et, et souvent rendus avec beaucoup de pathos. Et donc ça pourrait être étonnant cette manière de faire, mais le contraste est toujours subtilement joué entre les témoignages, entre l'interrogation de ces personnes en fin de vie, entre l'interrogation de ces mémoires trouées, entre le recueil d'autres témoignages, la voix de Simone Veil par exemple, et la propre interrogation d'autrice sur son âge qui avance. Elle part de moments extrêmement troublants, intimement et métaphysiquement, comme de constater sur une photo qu'une photo d'aïeux qui nous a marqué pendant longtemps. Ils ont sur cette photo le même âge, voire sont plus jeunes que celui qu'on a au moment où on la regarde. Et c'est un effet très troublant du temps qui passe. Elle part de micro-expériences telles que celle-là pour construire ce château, qui est un magnifique château de cartes, à la fois solide et fragile. Château des Rentiers aux éditions de l'Olivier, qui aurait évidemment, à l'instar d'autres, mérité un grand prix d'automne, mais il faudra en donner bien plus, ou ne pas en donner du tout. Agnès de Sarthe, le Château des Rentiers. Alors aussi, en parlant de figures, d'œuvres qu'on oublie, qu'on découvre, qu'on redécouvre, qu'on réoublie. Richard Morgièvre, avec La Fête des Mères, c'est euh, effectivement une œuvre, c'est effectivement une langue que celle de Morgièvre. Euh, toujours mêlée, toujours intense, et que Morgièvre fasse de l'autobiographie tendre, comme dans Un petit homme de dos, euh, du roman noir en traversée absolument horrifique et sadomasochiste, comme dans Sex Vox Dominam, paru il y a 20-25 ans, qu'il fasse dans la tendresse, comme dans le magnifique Mon petit garçon, qu'il fasse dans la nostalgie d'époques disparues, comme dans Les Hommes, ou dans le roman noir, Morgièvre reste toujours le même. C'est toujours la même voix qui nous raconte et c'est une voix inimitable. C'est une voix qui confine
toujours autant au sublime qu'au trivial, qui mêle volontairement et profusément les deux, qui joue de grossièreté avec une joie immense, hein, qui se fout du sacré. Pour autant, euh, c'est une voix toujours pleine de mysticisme, d'un mysticisme très particulier. C'est un saint et un fou, Richard Morgiev certainement, et là il nous raconte une autobiographie qui n'est pas la sienne. Euh, et c'est la même voix, en racontant la vie d'un autre qui lui a confié sa vie, qui lui a demandé, tel un écrivain public, de l'écrire. Et c'est cette histoire qu'il raconte, l'histoire d'un gamin des années 50, d'une fratrie tragique, d'une époque traversée avec l'ombre de la Deuxième Guerre mondiale également. Alors je ne dirais pas en quoi. Le narrateur s'interroge sur sa judéité ou pas. Est-ce qu'il est maudit ou pas? Est-ce qu'il est le fils de sa mère ou pas? Et toutes ces questions sont très triviales et très fondamentales. Et Morgiev sait parfaitement, parfaitement comme nul autre, les relier dans une langue, comme je le disais, noire, étincelante, toujours changeante et pour autant toujours essentiellement la même. Inimitable. Richard Morgiev, La Fête des Mères, chez Joël Lotzfeld. Et encore un autre dont le travail est à saluer, qui a déjà été remarqué par des prix, mais dont le dernier livre, Le récit du combat, Luc Lang, aux éditions Stock, le dernier donc livre en date, et non pas au sens propre un récit autobiographique, mais une expérimentation avec autobiographie, un manuel de judo et de karaté, et bien plus que cela évidemment. Le récit du combat, c'est une plongée dans l'intime. Alors il l'avait déjà fait dans Mother, hein, il avait évoqué la figure de sa mère si particulière, hein, Luc Lang. Il évoque ici celle du père, qui n'est pas le géniteur. Je reprends en texto cette forme, et ça c'est très intéressant parce que ça construit le livre, le père auquel il est fait hommage. Dans ce livre n'est pas le géniteur, il insiste bien là-dessus, et il n'est pas question du géniteur avant la page 50 environ. Et ce père qui n'est pas le géniteur lui enseigne d'abord le judo, parce qu'il était un grand professeur de judo à un moment dans les années 50-60, ou même époque que dans le Morgiev, à un moment où c'était une discipline très originale, très inconnue, très marginale. Et donc son géniteur, son père adoptif, non, son non-géniteur, son père adoptif est un grand professeur de judo qui tente de le lui apprendre. Et c'est cela que raconte Luc Lang, et faisant cela, il raconte une vie. Il raconte comment il ne rencontre pas le judo à cause de son rapport à la chute, mais comment par la suite il rencontre le karaté, qui littéralement et évidemment très métaphoriquement et symboliquement est un sport, une discipline, un combat qui lui permet depuis plus de 60 ans de se tenir debout, de traverser une vie qu'il nous raconte, de traverser la filiation, puis la paternité, d'affronter la mort des parents, leur vieillissement d'abord, leur chute et leur mort, et ses propres chutes à soi-même. C'est un récit de sagesse sans rien d'amphigorique et sans rien de donneur de leçons. Pour autant, il fait rapport entre cette discipline, qui pour ma part m'est complètement inconnue, ou si peu connue, le karaté, avec ces exercices si particuliers que sont les katas, hein, ces figures qu'on fait en solo, qu'on fait et refait, refait, refait indéfiniment, pour refaire et refaire et refaire et refaire indéfiniment le geste jusqu'à s'approcher d'un geste pur, mais ne faire que s'en approcher. Euh, c'est c'est un art de vivre besogneux, euh, et magnifiquement raconté. Il tisse des liens permanents et très habiles entre l'écriture, la vie et, euh, et le karaté. Donc. Le récit du combat, c'est absolument passionnant, que vous vous intéressiez à l'art martial ou pas, que vous y connaissiez ou pas, c'est quelque chose qui raconte une vie comme nul autre ne sait la raconter. Encore une fois, là aussi, un troisième exemple d'une langue en soi, hein, qu'il serait difficile de résumer, de compartimenter, et pour autant inimitable.
avec sa forme de distance, sa construction, ses effets toujours utiles, toujours extrêmement bien pensés. Il y a notamment une, une énumération verbale, un jeu sur l'énonciation, lors des derniers moments de la mer qui est absolument bouleversante. C'est un grand livre, certainement, et on en a, à mon sens, très peu, et assurément trop peu, entendu parler. Ça s'appelle Le récit du combat de Luc Lang aux éditions Stock. Alors on est donc dans des récits de vie, hein, si l'on ose dire, et c'est pleinement ce rapport-là au réel qu'Antoine Waters, qui là aussi, bien que plus jeune, dessine une œuvre à nul autre comparable, à la fois extrêmement distincte et extrêmement diverse, mais toujours reliée à un récit du réel, à un récit du monde. Dans son précédent, il s'agissait de s'intéresser au conflit syrien, à la mémoire des disparus, à l'engloutissement d'une ville sous les eaux. Et ici, il s'agit très simplement, dans le plus court chemin, chez Verdier, de se raconter soi, de raconter une enfance dans un village paumé des Ardennes, une enfance de plouc. Je pense que le mot y est, et si le mot n'y est pas, plein de mots résonnent comme celui-là. Une enfance une enfance rurale avec des souliers crottés, loin de tout, loin des écrans et loin des, des distractions de la ville. Une enfance avec des formes d'ennui et des formes d'émerveillement. Une enfance donc très rurale qui paraît absolument hors temps et qui est magnifiquement contée dans ce récit en anamnèse qui très habilement nous donne l'impression de suivre ses pensées au fil de l'eau, si l'on ose dire, ou de feuilleter un album, mais qui est très habilement construit. Donc Antoine Waters, Le plus court chemin, aux éditions Verdier. Et cette histoire d'intimité, de réduction, me fait saluer une détentrice d'un prix, Lisa Chedus-Sapin, qui, avec Le vieil incendie aux éditions Zoé, son quatrième roman, continue de suivre ce sillon si personnel qu'est le sien. Alors, à chaque fois, c'est un défi de décrire ses livres et sa langue, cette espèce de suavité et de sécheresse mêlée. À chaque fois, je finis par montrer la couverture en disant que ces couleurs disent bien de ce rapport, intime et saturé au sein même d'une phrase et au sein même de peu de phrases. Alors en l'occurrence, hein, si l'on fait un peu le pitch de cette histoire, qui n'est pas a priori autobiographique, mais dont on n'exclut pas qu'elle ait utilisé des, des outils de mémoire, des faits et des souvenirs personnels, en tout cas, c'est pas le parti pris, donc prenons-le comme tel, comme un roman, comme une fiction, où une narratrice revient dans la maison de l'enfance, dans la maison de la jeunesse, où elle retrouve sa sœur, parce qu'il s'agit de vider la maison, et quand on doit vider une maison, c'est aussi la mémoire que l'on écope, puisque on le fait lorsque quelqu'un est mort, et en l'occurrence c'est le père qui est disparu. Donc ces retrouvailles, qui ne sont jamais simples, sont ici extrêmement tendues, et pour autant extrêmement calmes dans leur approche parce que les deux sœurs sont très différentes. L'une, la narratrice, vit loin, est partie voir ailleurs, en somme, vit dans d'autres sphères socioculturelles, écrit avec d'autres, visite d'autres pays, tandis que la sœur est restée, obstinément restée, en quelque sorte, de la même manière qu'elle s'est obstinément, depuis l'âge de 6 ans, murée dans le silence, puisqu'elle est aphasique depuis 6 ou 7 ans, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Donc les différents et les différences entre elles sont très marquées, sont très présents dans les rapports. La moindre conversation vire à, à l'opacité, euh, tourne court très souvent, mais elle le fait avec un effet de contretemps très particulier, puisque comme la sœur est aphasique, elle ne répond que par écrit. Donc c'est pour ça que je disais que la tension est en même temps pleine d'un grand calme, elle est totalement étouffée. Donc ce qui va se passer
Entre elles, je ne vous le dis pas. Est-ce que c'est un livre de réconciliation? C'est ce qu'on espère tout du long. C'est ce vers quoi il tend. C'est ce qu'il dessine en tout cas. Mais évidemment, dans le récit, je ne vous raconterai pas si le vieil incendie voit les deux sœurs se réconcilier ou pas. En tout cas, toujours est-il que c'est un écrin à la fois délicat et très piquant, très tendu que construit Lisa Chiodi-Sapin dans ses pages, dans ses intérieurs et dans ses phrases. Aux éditions Zoé, le vieil incendie. Alors, ce huis clos familial, je l'associe avec un livre d'un genre totalement différent, hein, Page Turner, d'un auteur de Page Turner que, étonnamment, figurez-vous, je n'avais jamais lu, que je ne connaissais pas parce que les auteurs de Page Turner n'ont pas tous besoin que je les présente en bibliothèque. Souvent, les gens les connaissent déjà. Eh bien, c'est parfois un débat qui, comme ici, m'a donné l'occasion de découvrir Serge Jancourt. Et il y a effectivement, à l'instar du choix du sapin, des retrouvailles familiales dans une maison familiale, rurale. En l'occurrence, là, c'est une plus grande ferme du côté du Périgord, où se retrouvent un frère et plusieurs sœurs qu'on avait déjà rencontrés dans un de ses précédents, Nature humaine. Ici, il s'agit de Chaleur humaine, chez Albin Michel. Le frère, lui, est resté, mais il est resté pour bosser. Il est resté pour tenir la ferme familiale pendant que les sœurs ont pris l'air et sont allées voir ailleurs. Alors, il y a beaucoup de différents familiaux qui sont racontés dans le précédent livre qui est très habilement résumé au début. Précédent livre qui nous retraçait 30 ans de vie agricole française, quand celui-ci nous retrace 6 mois d'un moment particulier de notre époque, qui était l'année 2020 et ce confinement, parce que c'est le confinement, évidemment, le prétexte à ces retrouvailles en huis clos familial. Donc ce sera ces prétextes à scène aussi bien réjouissante que stressante, ces prétextes aussi à revisiter ce moment. C'est très intéressant la manière dont Joncourt nous explique, hein, du point de vue de celui qui est resté, de celui qui travaille, de celui qui se t'aime et agit. Alexandre, c'est ça, hein, c'est Alexandre, je crois. On dira Alexandre, en tout cas du. Oui, c'est Alexandre qui fait tourner la ferme comme il fait tourner la boutique et comme il organise les voyages, les repas, etc. De tout ce petit monde réuni, mais qui se tait beaucoup, alors qu'il est détenteur d'un réel savoir qui lui a été transmis et qu'il nous transmet en fait fort habilement Joncourt dans ce livre. Alors évidemment, c'est aussi habilement tissé, c'est aussi un huis clos avec différents enjeux narratifs. Et puis il y a cet effet de temps réel, de la montée de ce dont on sait que c'est advenu, et tout simplement la littérature qui permet de nous revivre cet effet de, de temps réel, ce moment qui fut extrêmement stressant et sidérant des premiers mois de l'année 2020. Et c'est peut-être à cet endroit-là une des fonctions du roman que de non pas se faire roman historique, mais de faire de l'histoire instantanée par le biais de la narration et de la dramaturgie. Et il le fait fort habilement, Joncourt, dans ce Chaleur humaine chez Albin Michel. Point commun avec un livre très différent, c'est un troisième roman d'un jeune auteur qui s'appelle Antoine Filias, aux éditions Asphalte. Les éditions Asphalte, et le livre se passe entièrement dans la ville de Cholet, même plus précisément dans sa zone artisanale, dans sa ZAC, donc aux alentours de Trémentine et de la Séguinière, villages anciennement ruraux, mais la nature a été mangée par la ville, ou du moins par ce périurbain, hein, qui est celui dans lequel la majorité des Français, la majorité d'entre nous vit, ou travaille, ou les deux. Et ici, il y a un narrateur, Elliot, qui est un jeune étudiant sans trop d'études, un peu désœuvré, qui revient de la grande ville voisine de Rennes. Et après s'être battu contre la police, il a la jambe en vrac et il est immobilisé donc quelque temps dans la maison familiale qui est celle du grand-père qui est parti en EHPAD. Donc il n'est pas encore mort le grand-père, mais il est en EHPAD. Ce qui rend Elliot très triste. Ce qui
qu'il trouve sordide aussi, puisque le grand-père était un magnifique jardinier, et là tout ça est laissé à l'abandon. Mais le décor, c'est d'abord ce pavillon dans la ZAC, et puis le décor périphérique, et c'est la ZAC et c'est Cholet. Moins d'incursions au centre-ville, et tout qui se vit dans la ZAC. Pourquoi? Parce que, coïncidence de date avec le Joncourt avec lequel je le reliais, quand Elliot revient s'enterrer un petit peu à Cholet avec sa jambe dans le plâtre, c'est fin 2019. Et donc on va là aussi vivre à un autre rythme, hein, le confinement, et puis toute l'année 2020. Le livre est organisé sur les lieux, donc je parlais de la ZAC, qui sont les lieux de l'action, des actions, et de l'inaction aussi. Le livre est organisé selon un temps. Donc cette année 2020, il est rythmé par les différentes fêtes religieuses ou commerciales, ou les deux, qui organisent la vie de ces fameux travailleurs de l'ombre, ou travailleurs de première, deuxième ligne, je ne sais plus, hein, on ne sait plus comment on les appelait, mais ces caissières, ces vigiles, euh, avec lesquels Antoine va vivre et travailler pendant un an, et notamment se faire une amie chère qui s'appelle Lulu, et qui est une ancienne caissière, qui est un formidable personnage, alter ego absolu, hein, j'ai fait appeler Antoine. Mais non, le livre n'est pas autobiographique, il s'agit d'Eliott. Donc Elliot et Lulu, c'est une magnifique amitié inattendue, et c'est un regard à la fois tendre, amusé, sans concession, mais pas du tout cynique et jamais surplombant, sur les petites gens, sur la fameuse France moche, où vivent tant de gens, pas plus moches que d'autres. C'est de la littérature pavillonnaire. En tout cas, c'est une littérature des vies pavillonnaires absolument essentielle, me semble-t-il, et ça s'appelle Plexiglas, aux éditions Asphalt. Je le relis avec la réussite du nouveau Bégodeau qui s'appelle L'amour, titre bref s'il en est, aux éditions Verticales Gallimard. François Bégodeau, dont, dont on aura diversement apprécié les livres, puisqu'il touche parfois à l'essai, parfois à la fiction, et il joue parfois dans plusieurs catégories à la fois. Là, il a resserré son sujet. Et le lien avec ce que je disais d'Antoine Filias, c'est pas seulement les Wampas cités dans la playlist d'Antoine Filias et vénérés par François Bégodeau depuis toujours. C'est d'abord cet intérêt-là pour cette France pas intéressante, cette France pas jugée intéressante. Cette France que d'aucuns appellent périphérique, mais qui est la majorité de la France. Ces vies qu'on nomme parfois minuscules ou insignifiantes, qui sont la majorité des vies françaises. Et là, en l'occurrence, l'amour, c'est aussi ce parti pris-là, c'est 50 ans de la vie d'un couple, avec ce parti pris qui serait un parti pris assez politique, hein, de Bégodeau, de partir du principe que l'amour, cette hypothèse, et si l'amour, ce n'était pas que la passion, et que les premiers instants, et que l'incandescence, si magnifiquement comptée par l'art et la littérature, mais si l'amour, c'était aussi tout simplement ça, deux personnes qui vivent à côté l'une de l'autre, en complicité, en fidélité, en infidélité, en vérité et en choses tues, l'une à côté de l'autre, pendant des années. Si cette fidélité-là, cette forme-là de complicité taiseuse, c'était aussi ce qu'on appelle l'amour. Et donc c'est une manière de faire d'un projet politique euh, une fiction, d'utiliser les armes du roman pour dire quelque chose de politique, et de le faire en respectant son objet, à savoir de s'en tenir sans aucun surplomb à l'horizontalité, à ce que sont les personnages, à ce qu'ils font avant toute chose, à ce qu'ils achètent, à ce qu'ils les véhiculent, à leurs actes. Donc faire en somme, non pas de la sociologie, mais de la littérature qui fait avec ce que font les gens avant de les considérer d'en haut. Et de ce fait, c'est certainement faire œuvre politique, une politique du fraternel, par le geste littéraire même. Donc ça s'appelle L'amour de François Bégodeau, chez Vertical Gallimard et chez l'Arbalète Gallimard. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on est passé de Cholet avec Antoine Filias à un faux Cholet qui pourrait être un vrai Luçon, en tout cas un mélange des deux, une forme de petite ville du côté de la Vendée, mais ça pourrait être n'importe où en France finalement, à un faux Fontenay-le-Comte chez Yamina Belhamed Dao.
Un faux vrai Fontenay-le-Comte. Son quatrième livre s'appelle La source des fantômes et se situe entièrement à Fontaine, qui est sa ville d'origine, et ça raconte du pavillonnaire dans les années 80 à Fontaine. Fontaine, c'est en tout point Fontenay-le-Comte. Pour l'avoir présenté dans cette ville à un certain public, je sais que quand vous lisez un long passage que je n'aurai pas le temps de lire cette fois-ci, le numéro de la départementale ne fait pas réagir pareil à Fontenay-le-Comte qu'ailleurs, c'est un indice. Que quand vous parlez de Saint-Hermine, eh bien, à 100 km de là, ça ne veut rien dire d'autre que des sonorités. À Fontenay-le-Comte, c'est un lieu proche. Ce qu'elle raconte, hein, c'est déjà d'une part à hauteur d'enfant, donc là aussi c'est une autre forme d'horizontalité. Elle nous raconte la perception du temps, des alentours, depuis les jeux de l'enfance, la perception du collectif, depuis le collectif que constitue ce pavillon tout neuf, dans lequel ses parents, immigrés algériens, harkis par son père donc, ont pu s'installer à force de travail et d'opiniâtreté au début des années 80 et qui représente déjà un aboutissement pour eux. Et c'est une sorte d'Éden, cette vie collective, telle qu'elle nous la raconte enfant, depuis l'enfance du moins, et sur laquelle elle revient avec une formidable économie qui nous fait faire un magnifique portrait des parents, qui sont des héros anonymes, de surcroît algériens. Algériens en Vendée, c'est assez original. Comme elle le dit à un moment, on doit être les seuls Arabes de Fontenay et peut-être les seuls Arabes de Vendée. Hein, c'est les boîtes aux lettres qui l'indiquent et les patronymes. Tous les noms sont changés, hein, donc le matériau est autobiographique, mais le livre en lui-même est une sorte de reconstitution générique de ça, mais évidemment intime et poignante des deux parents. Le même âgé est disparu depuis, disparu assez récemment. C'est un magnifique hommage qu'il aurait fait, un magnifique hommage aux difficultés et aux conquêtes, notamment de la langue française et l'opiniâtreté, encore une fois, avec laquelle ils se sont démenés pour arriver à s'en débrouiller du français et à faire quelque chose de cette vie pour offrir à leurs enfants une vie, si ce n'est meilleure, en tout cas une belle vie. Voilà, donc ça s'appelle La source des fantômes de Yamina Benhamed Dao et c'est aussi fin que dense. Là encore une fois, un livre court, mais il y a une économie magnifique. De chaque passage peut être relu et signifier plusieurs choses différentes et être interprété d'un point de vue politique, sociologique, historique, si bien qu'apprécié au premier degré à l'échelle intime. La source des fantômes chez l'Arbalète Gallimard. Alors, autre vie, et là, ça va forcément passer par la lecture à voix haute. Je le démarre comme ça. Je le prends au début. 1839. À quoi ça ressemble un homme du 19e siècle? Comment ça bouge dans son corps? Comment ça épouse le paysage? Comment il s'arrange, ce paysan, de ses sabots, de son chapeau large bord, de ses vêtements réduits par l'épaisseur des tissus et de la crasse? Et celui-là, debout, chapeau à la main, colère rentrée, non, pas de colère, pas encore. D'abord de l'incompréhension, du désarroi. Impatient, c'est son prénom, et désarmé sur le moment. Impatient a le corps debout, mais immobile dans la moitié du paysage. Parce qu'à cet instant, une partie de son corps est dans la pièce et l'autre sur le pas de la porte, dehors. Quelque chose comme ça qui se dessine dans le paysage, un homme à demi où que l'on se place, dehors ou dedans. Et comment s'étonner dès lors que la ville porte le nom de Rennes. Impatient n'a le souffle coupé. Du proche paysage, il ne voit plus rien, juste un flot de lumière, pied dehors, pied dedans. Le contre-jour, mais qu'importe, cette sorte d'aveuglement, il ne voit pas clair de sa vie qui lui échappe, là, en une fraction de seconde, devant l'homme derrière le bureau de la maison commune, Julien Henriot. Et Julien Henriot dit, je ne te vois pas, et Impatient était bel et bien là, mais Julien Henriot a dit non. Non, Impatient, tu n'existes pas. C'est ce qu'entend alors Impatient, tu n'existes pas. Je ne te vois pas, c'est ce que prononce exactement Julien Henriot, ce sont ses mots. Alors Impatient a marché vers la porte de la maison commune, juste prendre l'air et le feu du dehors, s'animer, animer le corps, et surtout s'éloigner de la langue fourchue de Julien Henriot, de la bouche qui lit à voix haute les mots que lui, Impatient, lit à peine. Mais Julien Henriot a tourné les pages et n'a pas lu. N'a pas lu ce qu'Impatient attendait, Impatient Lansard, né le 19 septembre 1808 à Ormois. Bel et bien là, pourtant, un paysan, un homme, debout. Mississippi. Sophie Géluca, premier roman d'une poétesse qui a publié une bonne dizaine de livres à la Contralée et chez d'autres éditeurs, mais très fidèle à cette magnifique maison depuis plusieurs années, qui lui est très fidèle aussi et qui a l'insigne privilège de publier ce premier roman, qui est un fait
spécifique dans cette rentrée littéraire parce qu'il est à nul autre pareil. Cette langue-là, je n'ai jamais entendue avant. Cette façon-là de ponctuer, je n'ai jamais entendu avant. Et ce sujet, je n'ai jamais vu tourner de cette façon-là. C'est-à-dire, là encore, je parlais des minuscules. Mississippi est sous-titré, il faut ouvrir la page de garde pour le voir, il est sous-titré La geste des ordinaires. Et ce sous-titre est magnifique. Ce sous-titre dit tout le projet de Sophie Gélucas et la cohérence et la continuité avec ce qu'elle a déjà pu produire, d'intérêt pour les petites gens, d'intérêt pour les victimes d'un monde qui ne fait pas de cadeaux. Euh, Elle décide de faire une biographie de ses aïeux, de faire un arbre généalogique en littérature, donc de les ployer comme un fleuve, le Mississippi, et de le faire en continuité, en progression chronologique. Hein, les époques sont les unes après les autres, mais tout cela, toutes les ramifications sont données à même échelle. Donc on se perd, et puis on se retrouve, et puis on relit l'arbre. Et on est tellement agréablement perdu lorsqu'on l'est par la beauté de la langue, puisque j'ai dit qu'elle était poète, et elle l'est plus que jamais en étant romancière, parce qu'elle n'a conçu ce geste, celui du roman, qu'en devant inventer une langue, et devant la réinventer en permanence. C'est-à-dire que ce qui est formidable et stupéfiant dans ce livre-là, c'est que la langue n'est jamais la même, et pourtant toujours présente. C'est-à-dire elle vous requiert toujours cet usage si particulier des parenthèses que je n'ai vu nulle part ailleurs, cet usage si particulier de la coupe, de la phrase longue puis de la phrase courte puis des deux enchâssés. Je ne connais pas de langue pareille à celle-ci dans la prose contemporaine, et moins encore dans la production de romans de cette rentrée. Et pour autant, ça ne se laisse pas juste admirer comme un beau geste, mais ça vous emporte dans un flot. Hein. Désolé de la redondance du jeu de mots, mais il y a quelque chose qui est vraiment là de l'ordre du flot dans ce Mississippi de Sophie Gélucas aux éditions de la Contralée, que je relis à cette autre entreprise de reconstitution, d'enquête, qu'on suppose réelle, qu'on imagine fictive. Éléonore de Duve, Donato, premier roman aux éditions Corti, une jeune autrice belge. Et là, c'est une autre langue encore. Je vais pareillement vous lire le début parce que il s'agit de faire le portrait, l'enquête d'un immigré italien en Belgique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et d'un mineur. Et c'est écrit ainsi. La lumière faiblit, l'ombre se fera une place, le jour perdra contre le noir, cependant que l'aube l'emportera à nouveau sur l'anthracite, et ainsi de suite, jusqu'à la nuit. Tandis que personne n'en rendra plus compte, le clair-obscur et l'éclat, le feu et la pénombre lutteront pour l'air. Oui, vu d'en bas, le ciel se peint tout seul. En ce moment, une pierre clavée dans la toiture se fendit, de la même façon qu'un morceau de cœur se désolidarise du cœur, et la miette arrachée tombe gravement, en vitesse dégringolée, emmenée par son élan vers le val, roule, roule, tourne, continue de s'effondrer, se couvre de quartiers microscopiques, de débris de poudre avant de se désagréger sur la rocaille d'argent, ton sur ton. Elle se fait comme une idée de quelque chose, incertaine. Et là, cette langue si unique, si différente de celle que je viens de lire, si forgée, si précieuse par moment. On pourra ne pas apprécier ses préciosités, mais ce serait ne pas apprécier les préciosités de Julien Gracq, par exemple. Il y a comme un bestiaire de vocabulaire qui peut sembler exotique ou singulier et qui pourrait sembler ne pas cadrer avec le portrait qui est fait. Vous voyez, souvent le portrait d'un mineur italien immigré en Belgique, on se l'imagine dans une autre langue que celle-là. Et il me semble qu'il y a là un écho de ce geste que j'évoquais chez Sophie Gélucas, de, pour rendre quelque chose d'extraordinaire d'une vie considérée comme ordinaire, qui pourtant, par sa bravoure, par ses déplacements à tout l'extraordinaire, il fallait inventer une langue. Et c'est Léonore de Duve, et je vous le dis encore une fois, extrêmement surprenante à chaque phrase, extrêmement exigeante hein, du lecteur. Hein. C'est pour ça que je citais Gracq. C'est pas du tout la même phrase que Gracq, pour autant c'est une phrase qui à chaque fois s'invente avec un vocabulaire qui vous requiert, avec une invention de mots, avec des mots a priori impropres euh, à l'usage qu'on leur donne là, mais qui du coup font métaphore ou font appel à autre chose. Donc là encore une fois, il y a de la poétique à l'œuvre dans cette prose-là, et Donato rend magnifiquement hommage à un personnage dont je ne sais
je ne saurais dire à quel point il est biographique ou pas. Donato d'Eleonore de Duc chez l'édition Corti. Autre matériau autobiographique, alors pareil, là je prends rarement ce chemin-là, mais comme je l'ai entendu dans une remarquable rencontre animée par Laurent Demans, je le reconnaître, le matériau avec lequel Sylvain Prudhomme a construit L'Enfant dans le taxi aux éditions de Minuit est autobiographique, en grande partie, en tout cas relié à sa vie. Et une fois que c'est dit, on peut s'en fiche et se concentrer sur ce qui se passe dans ce livre-là, dans cette langue qui a surpris certains des lecteurs et lectrices de Prudhomme, qui moi m'a rappelé un des livres par lequel j'avais été ébahi par ce qu'il écrit, sonorité aussi qu'il appelle, Là avait dit Bailly, 2012, édition de l'Arbalète. Hein, son premier livre, l'Arbalète, était une traversée mémorielle par saut, par rebond, d'une histoire racontée dans l'histoire par un Bailly qui évoquait l'Algérie des colons, lui qui a travaillé pour eux, et qui évoquait au narrateur son grand-père, qui est celui par lequel tout démarre. Tout démarre multiplement dans ce livre-là, d'abord par une scène d'ouverture presque cinématographique, une scène d'amour dans l'Allemagne de la guerre, hein, d'un prisonnier de guerre, qui donc fait l'amour, et elle est superbement dessinée, cette scène. Donc je ne peux pas vous la lire en entier, mais elle se conclut ainsi. Je ne sais pas si cette scène a eu lieu, c'est-à-dire je ne sais pas si elle a eu lieu comme ça dans ces circonstances. Je ne sais pas si la cour de cette ferme a jamais existé, si cela s'est passé dans une grange, dans une chambre d'hôtel, dans les vestiaires d'un mess d'officier. Je ne sais pas quel visage avait l'inconnue du lac de Constance. Je ne sais pas si elle était blonde ou brune. Je ne sais rien, je n'ai même pas cela. Un indice de couleur de cheveux, un détail de silhouette, une façon de se tenir, un geste familier, un éclat de rire sonore ou léger, un grain de voix, une humeur enjouée, au contraire, une gravité qui n'appartenait qu'à elle. Je n'ai pas de photo, pas de récit de première ni de seconde main. Je vois simplement que cette scène me poursuit, que je l'ai mise dans un livre il y a des années, sans bien mesurer ce qui s'y jouait. Je vois que toujours mon imagination m'y reconduit, la fantasme, la rêve, avec son innocence, avec sa gravité, avec son vertige de conséquences imprévues. Scène du désir plus forte que tous les interdits, avec sa déraison, son scandale, ses effets pendant des décennies ensuite. Scène ordinaire du désir ordinaire, avec son nom de choc ordinaire. Scène primitive, à jamais manquante, que ni Malucci ni cette femme ne sont plus là pour raconter. Matrice solaire et sombre à la fois, autour de laquelle je veux tourner, retourner avant le jour où tout ce qu'elle touche de près ou de loin seront à leur tour mis en terre et où ne restera plus rien là-bas que le soleil sur le lac et les montagnes alentour enneigées, et l'eau scintillante à jamais, contemplée par d'autres amoureux en promenade sur la rive, toujours nouveaux, émus comme Malucci et cette femme avant eux de marcher l'un près de l'autre, de se vouloir. À nouveau le désir, l'irrépressible besoin de se serrer, de se fondre l'un dans l'autre, à jamais les mêmes élans électriques dans les corps, dans les siècles des siècles. Je ne sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi ces deux amants-là me bouleversent, je sais seulement que cela fut, que ces deux bouches un jour de printemps s'embrassèrent, que ces deux corps se priaient. Je sais que Malucci et cette femme s'aimèrent, mot dont je ne peux dire exactement quelle valeur il faut lui donner ici, mais qui dans tous les cas convient, puisque s'aimer cela peut être mille choses, même coucher simplement dans une grange, sans autre transport ni tendresse que la fulgurance d'un désir éphémère, l'éclair d'un plaisir suraigu, dont tout indique que Malucci et cette femme gardèrent longtemps le souvenir. Je sais que de ce plaisir naquit un enfant qui vit toujours là-bas près du lac, et que ce livre est comme un livre vers lui. Et c'est cette enquête familiale-là que raconte Prudhomme dans ce livre, dans L'Enfant dans le taxi. Et il la rencontre à rebours parce que, effectivement, il sait qu'un enfant est né, qu'un enfant a été gardé secret, qu'un enfant est donc inconnu, comme un parent inconnu, un grand cousin allemand, dont on lui a tué l'existence, mais on lui a tué sans forcer, c'est-à-dire que ça n'a pas été un secret entretenu avec beaucoup de travail, ça a été un oubli tacite, collectif, et pourtant cet enfant a existé, c'est ça qui perturbe, comme cet amour a existé. Et il part à la recherche et de se souvenir et des traces de cette existence et de cet enfant dans le taxi. Alors le titre, L'enfant dans le taxi, c'est une autre scène matricielle qui, elle, se situe au milieu du livre, autour de laquelle le livre tourne comme une pelote, et autour de laquelle il se déplie dans l'autre sens. Et le narrateur, à 45 ans, est en train de se séparer, c'est une quête identitaire, oui, qu'il mène. D'aucuns décident de gravir des montagnes, et bien lui, il part à la recherche de quelqu'un qui, d'une part, s'en fout, et qui, d'autre part, n'est pas désiré par le reste de sa famille. C'est-à-dire qu'il se lance d'une façon assez quichotesque dans une quête qui l'intéresse seul, a priori, enfin pas tout à fait, mais
voilà, dans quelque chose de dérisoire et de magnifique. Et c'est ce geste-là que ce livre raconte, ce geste vers l'autre, tout simplement, hein, avec cette idée d'ouverture. Ça me fait penser au dernier mot du livre que je ne vous dirai pas, pour vous inciter à le lire en entier. C'est là aussi une langue différente, hein, comme je le disais, des précédents livres de Prudhomme, qui s'est variée. Une phrase plus longue pour raconter ça, pour raconter cet enchâssement des mémoires, cet enchaînement des idées, et puis cet entraînement vers quelque chose dont on ne sait euh, ce que c'est, ni ce que cette quête peut produire. Sylvain Prudhomme, aux éditions de Minuit, L'enfant dans le taxi. Autre grande réussite de cette rentrée, j'aurais imaginé un immense succès pour ce livre. Je lui souhaite encore, hein, ça peut se produire après coup, mais quand même, là on est dans un rapport au réel, prise directe, hein. Le Grand Secours de Thomas Béreverdi aux éditions Flammarion. Euh, c'est euh, c'est une journée en Seine-Saint-Denis, précisément à Bondy. Je dis précisément à Bondy parce que la topographie, la toponymie sont extrêmement importantes, construisent le récit, un pont à l'entrée de cette ville, un pont impossible pour les piétons, ou pourtant vers lequel tout le monde converge à pied, sans cesse, dans la dramaturgie du livre, dans la montée en tension de cette journée, qui monte vers l'émeute, dont je ne vous dis pas comment elle va aboutir, mais de toute façon, on est en prise directe dans cette tension-là dès le début, ce qui est d'une préscience folle parce que les circonstances sont peu ou prou similaires à ce qui a pu nous arriver, à ce qui a pu advenir début juillet. Donc il saisit quelque chose de latent, quoi, du moment, quelque chose dont on a pu dire, aussi les sociologues ont bien pu dire, que c'est potentiellement là n'importe quand, que ça peut péter en gros n'importe quand. Et il le raconte depuis le point de vue de plusieurs personnages, un gamin, un prof, un auteur invité dans un lycée de Bondy, qu'il connaît bien, puisqu'il a grosso modo utilisé des lieux qu'il fréquente lui-même en étant prof. Le livre n'est pas autobiographique, mais dans ces lieux-là qu'il connaît et qu'il parcourt, et dont il avait aussi envie de dire la poétique particulière, il situe quelque chose qui nous permet de rencontrer et une, voire des réalités sociales, celle des habitants délaissés de Seine-Saint-Denis, il explique très bien comment ça s'est passé immobilièrement, celle des profs délaissés de ces lycées, euh, qui se sentent absolument abandonnés par la hiérarchie, par la ville et qui veulent, comme tous, s'en aller. Ces lieux vers lesquels on pousse tellement de gens et dont tellement de gens veulent s'enfuir. Le Grand Secours, c'est une trappe euh, à la, du côté, c'est une trappe vers le fond d'une scène de théâtre d'où on peut faire tomber de l'eau en cas d'incendie. C'est un nom symbolique, mais pas seulement, parce qu'il est question d'atelier de théâtre, il est question d'une montée de tension, il est question d'une sorte de grand incendie aussi. Y aura-t-il un grand secours pour toutes et tous? C'est artistiquement extrêmement habilement monté, c'est parfait dans le détail réaliste, mais vraiment dans le micro-détail comme dans le macro. C'est une magnifique réussite de roman réaliste, mais de réaliste du temps réel, de roman qui pose des questions sans jamais rien lâcher à la vie de ses personnages, à l'action, à ce qui nous fait continuer de le lire. Hein. C'est pas un livre de sociologie, c'est d'abord un roman avec des personnages auxquels on s'attache très vite, des destins entremêlés, et donc une dramaturgie. Et de ce fait, la montée en tension vaut par sa puissance politique autant que dramaturgique. Ça s'appelle Le Grand Secours, Thomas Béreverdi, édition Flammarion. On parlait de jeunesse, vous lire un petit peu de Justin Couture. Je ne peux pas faire autrement que d'en lire parce que c'est aux éditions de l'Ogre, Adrien Giraud. Je découvre cet auteur nantais, semble-t-il. Moi qui habite là, je suis un peu scié. Ce n'est pas le Thomas Giraud de la Contralée, mais un Adrien Giraud, nantais, que je salue sans le connaître. Et qui nous raconte dans Justin Couture, alors je ne sais pas s'il y a un jeu de mots, j'imagine, un potentiel dans le nom de ce gamin. Ce gamin, c'est un ado, 16-17 ans, qui travaille au supermarché sur l'île,
ou sur la presqu'île, en tout cas dans la station balnéaire. Je crois que c'est sur une île ou une presqu'île. On peut imaginer aussi bien l'île de Ré que Noirmoutier, que le Croisic, enfin voilà. Ces stations balnéaires où ils viennent passer la saison dans un mobil-home un peu miteux. C'est une vie de prolétaire avec toutes ces petites laideurs, tous ces espoirs déçus. Ça pourrait être absolument sinistre, ou ça pourrait être absolument carte postale, et c'est jamais ni l'un ni l'autre par la grâce d'une langue, et qui pourtant fait avec le vulgaire, l'ordinaire. J'y vais. Pendant tout ce mois, les placards sont vides et les trucs à manger déjà rangés dans une caisse, que des bouts de pain dur à la place. Tu manges une biscotte? En fait, c'est du pain. Les soirs, on va faire les courses, ma mère s'arrête des plombes dans chaque rayon. Quand elle est de retour au chariot, il suffit de regarder la gueule des produits pour deviner comment c'est bon. Ils créent du cousu pauvre. Genre, sur le café, t'as un dessin d'une tasse qui fume. Ils doivent se dire, ils vont adorer les crevards, la tasse qui fume. Allez, ça part. À la caisse du supermarché, je serre toujours les fesses. C'est pas qu'on est trop fauché pour payer, mais ma mère, elle a tendance à oublier sa carte de crédit. J'attends 3 pompes derrière le chariot. Tout le monde me prend pour un cassos, je te jure. Si un jour Nomi voit ça, je suis mort. Ça parle avec une métrique, une justesse, euh, comme rarement. J'ai été saisi par la voix de ce Justin. Je l'ai écouté tout le long de l'histoire. Ça m'a absolument résolument passionné, alors qu'il ne se passe a priori rien, rien qu'une attente. Il y a quand même quelque chose de dramatique éventuellement derrière tout ça, mais on ne le sait pas plus que ça, du moins pas tout de suite. Et avant même qu'on sache que la montée en dramaturgie se fasse, on est déjà saisi, en tout cas je l'ai été, par la justesse de cette voix, par le récit, là encore, hein, de ces vies ordinaires, sans cynisme, hein, sans surplomb, mais avec une sorte de frontalité de naturel extrêmement juste. C'est saisissant. J'ai très hâte de découvrir le reste de l'œuvre. C'est son troisième roman, Adrien Giraud. J'ai très hâte de découvrir le reste. Je trouve qu'il commence à faire sombre. Est-ce que j'ai mes lumières? Ok, la lumière passe. Hein. C'est du direct live. Donc ça s'appelle Juste un coup dur d'Adrien Giraud aux magnifiques éditions de l'Ogre. Et 47 minutes, il est temps de finir sur les surprises. Autre magnifique petit éditeur, plus petit encore sans doute, les éditions d'eau qui sont basées à Bordeaux, qui publient 4, 5, 6 livres par an. Initialement, énormément de traductions. Et depuis quelques années, quelques romans, voire premiers romans comme celui-ci, français, d'auteur français contemporain. Celui-ci s'appelle Fraternité. Son auteur s'appelle Luc Dagonier. Je sais de lui qu'il est spécialisé dans la nouvelle, qu'il a monté une revue de nouvelles. Peut-être qu'elle s'appelle l'autoroute de sable, mais il n'est pas impossible que j'ai un trou. En tout cas, ce Fraternité, si je vous en faisais le pitch, je serai encore là dans une demi-heure. Je vais tenter rapidement de décrire la première situation d'où nous partons. Le narrateur est un homme qui est célibataire, parisien, qui vit dans le nord-est de Paris, et qui a un appartement trop petit, comme on a quand on vit à Paris, même quand on travaille dans la publicité, comme lui, qu'on est plutôt bien intégré dans la société. Paris est invivable en termes immobiliers. Donc il vit dans trop petit et puis dans trop de bruit, puisqu'à côté le voisin a fait une fête, et que c'était une sorte de fête de trop qu'il a excédé. Et il a donc, pour punir le voisin ou pour manifester son mécontentement, jeté une vieille balle de tennis qui traînait dans sa cuisine sur la fenêtre du voisin qui lui fait face. Sauf que ce faisant, il a cassé la vitre, que la fenêtre a explosé, que la fête en face s'est terminée, et qu'il est depuis penaud, et ça fait bien 2 heures de ça, dans sa cuisine, caché, terré, accroupi, derrière sa cuisinière, avec un voisin d'en face, à quelques mètres à peine, qui le scrute dans le noir. Et il est dans cette situation absurde, comique absolument, d'un gamin pris en faute. Et ça dit tout de ce livre, c'est-à-dire de son charme, de sa fantaisie, de son originalité, de sa profondeur aussi. Parce que ce personnage-là existe pleinement. Ce point de vue, aussi cintré puisse-t-il sembler, nous convainc absolument et nous entraîne à sa suite dans ce qui va s'en suivre, à savoir d'abord une lutte larvée contre ce voisin, qui va prendre
des détours que je ne vous raconte pas, ce serait gâché. Puis ensuite une fuite à la campagne, laquelle va lui faire rencontrer d'autres personnages, dont un autre voisin de gîte qu'il déteste très vite parce qu'il en est jaloux, et auprès de qui il va se confier jusqu'à conjuguer, se conjuguer à lui dans une étreinte qui n'a rien d'homosexuel, rien de sexuel de toute façon, qui est juste une étreinte de fraternité. Alors raconter comme ça peut sembler dingue, mais ce livre démarre comme une tragicomédie ironique, magnifique, et réussit magnifiquement ça. Il continue donc comme, non pas une complainte, mais un récit des solitudes contemporaines et des attentes qu'on peut avoir, souvent déçues, de nos vies contemporaines, de ce besoin-là de fraternité, hein, dans la violence du monde. Et il le fait sans niaiserie, mais il parvient absolument facilement à passer d'un registre à l'autre, parce qu'on est convaincu par deux choses, par la réalité de ce point de vue-là, aussi singulier soit-il, et on l'est par la grâce d'une écriture absolument, parfaitement maîtrisée. Alors j'aime pas le terme, mais pour un premier roman, c'est ça, oui, c'est très étonnant. On vous le présenterait sans vous dire que c'est un premier roman. Vous demanderiez qui est l'auteur. Parce que c'est d'un niveau de phrases, d'organisation, de point de vue, d'originalité de point de vue, sans jamais trop en faire, absolument unique en son genre. Ça s'appelle Fraternité de Luc Dagonier. Et si je devais avoir un livre à retenir de cette rentrée, peut-être que ce serait celui-là. En tout cas, si je devais avoir une surprise particulière, quelque chose qui m'est arrivé dans cette rentrée que je n'attendais pas et qui m'a comblé, euh, comme je ne l'attendais pas, c'est certainement ce livre-là, Fraternité de Luc Dagonier aux éditions Do. Fin du deuxième chapitre. Rendez-vous au troisième. À bientôt.